à ce sujet. Je vous laisse libre, aborder tout ce que vous voulez. Ce que je pourrais répondre, je donnerai des réponses. Ce que je ne pourrais pas, on aura beaucoup d'occasions pour pouvoir étudier ça. Je vous remercie infiniment et je vous laisse la parole. Déjà, vous savez que je suis de ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec la coalition FCC-Cash. Quand nous sommes allés aux élections, c'était pour apporter beaucoup de choses à la fois. Le changement de toute la classe politique, le changement de l'idéologie, le changement de la façon de voir, le changement de la gestion, du style de gestion de la République. Cette coalition était contre nature quelque part, mais voilà, les circonstances dans lesquelles se sont passées les élections ont fait que la coalition puisse être l'une des manières à pouvoir gérer ensemble. Je ne vais pas y revenir, même si je n'étais pas totalement d'accord. Mais avec tout ce qui se passe, depuis le début du mandat de Félix Antoine Tshisekedi, depuis le début de cette coalition, vous êtes témoin. Moi, je suis l'enfant de cette ville, je suis l'enfant de cette République. J'ai fait partie de ceux-là qui pensent qu'il était temps de changer toute la classe politique, de changer toute la façon de voir et d'apporter autre chose. Il y a des millions de Congolais qui ont étudié pour apporter quelque chose à cette République. Il n'y a pas que des anciens qui connaissent la façon dont on gère un pays. Et pour preuve, beaucoup d'anciens qui ont fait 40 ans dans la politique, 30 ans en politique, 20 ans, nous font n'importe quoi, pendant qu'il y a ceux qui donnent des bonnes idées mais qui ne sont pas associés à la gestion de la République. Ça veut dire la coalition FCC-Cash, je la trouvais pas opportune. Moi, la manière dont je vois l'avenir, si ça continue comme ça a commencé, l'année prochaine, ce sera pire. Le FCC et les Cash ne seront plus mangés dans un même plat. Par contre, vous allez vous rendre compte que chaque famille politique cherchera à dominer l'autre, à surmonter l'autre, et on va perdre le temps dans les guerres politiques entre familles politiques au lieu de commencer le travail réellement pour la population. Ce qui me gêne, moi, c'est d'avoir compris que beaucoup d'anciens et certains nouveaux ne sont pas prêts à apporter le changement. Les anciens ont fait ce qu'ils ont fait en toute liberté, en libertinage politique total, un laisser-aller politique total. Ils ont fait de la République ce qu'ils ont voulu et personne ne les a sanctionnés. Ils ont eu tout ce qu'ils ont eu. J'ai compris que parmi les nouveaux, il y a ceux qui envient la situation de ces anciens-là. Ça veut dire vivre comme eux, avoir cette opulence, avoir cette richesse, avoir cette liberté, avoir ce laisser-aller. Vivre dans un non-état carrément. Nous étions en train de vivre dans un non-état. Et les anciens ont aimé ça parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Aucune punition, aucune sanction n'a été donnée à qui que ce soit. Et ils se sont enrichis. Malheureusement, parmi les nouveaux, il y a ceux qui envient cette situation-là. Alors cette coalition-là, je crois, c'était moi ce qui m'a pas plu. La coalition a plutôt réhabilité tout ce qui était cité dans la destruction de la République démocratique du Congo, qui se sont cachés derrière cette coalition-là et qui ont repris des postes importants jusque dans la gestion des grands ministères, même voulais-je dire. Ça veut dire la gestion de ceux qui gèrent la République. La sensibilité de la République, là où elle se trouve, elle est dans les mains de ces anciens-là qui étaient cités parmi ceux qui ont détruit la République. Cette coalition-là, à ce niveau-là, ne m'a pas plu. L'avenir de la coalition, avec toutes ces guerres, il y a ceux qui veulent les changements et ceux qui ne veulent pas les changements. Ce sera le combat entre les changements et le retour aux antivaleurs. Allez, ce combat-là ne marchera pas. Le peuple va encore attendre longtemps. Bref, l'avenir de la coalition, si elle ne change pas de vision, si elle ne va pas vraiment dans le sens d'apporter l'amélioration de la qualité de vie aux Congolais, l'avenir de la coalition est nul. Ce sera une guerre entre familles politiques et pas la gestion de la République. C'est ça mon opinion. Je commence par la dernière question. La personne qui a décidé de porter l'affaire devant la justice, c'était la personne citée par les médias et par les réseaux sociaux, qui s'avère être mon autorité morale, honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République. Je ne pense pas que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, soit vraiment obligé de protéger son directeur de cabinet s'il s'avérait qu'il était vrai que c'est Vital Kamerhe qui avait pris cet argent, si c'était vrai cette histoire. Et vous avez suivi la déclaration du président de la République, ça dit tout. De deux, honorable Vital Kamerhe décide lui-même en tout silence, il n'a rien dit, il n'a pas fait de déclaration quand il a appris ça, il était cité pas dans les dossiers écrits, parce que moi j'ai lu quelques documents, j'ai exigé qu'on me donne de la lumière là-dedans, j'ai lu quelques documents, le nom n'apparaissait pas dedans, mais ce sont les réseaux sociaux et les médias qui en parlaient, s'il vous plaît.
Moi, que je fais comme commentaire là-dedans? Le monsieur, mon autorité morale, Vital Kamerhe, a décidé d'amener le dossier lui-même auprès de la justice. Et je suis content de cette attitude-là. J'étais content de cette attitude. Une personne citée dans une malversation financière décide de prendre son dossier et l'amener devant la justice. Moi, ça m'a laissé quelque part désemparé, je ne comprenais rien. Vous comprenez? Ça, c'est de un. De deux, la justice a pris en main cette situation. Je ne peux plus faire beaucoup de commentaires là-dedans. On nous a donné l'ordre, on nous a instruit, on nous a dit, c'est la justice, hein, ça c'est la justice qui nous a instruit. Parce qu'il faut respecter sa justice. Notre justice, nous devons la respecter. Moi, je respecte la décision de la justice. On nous a interdit tous, on a interdit à tous les Congolais de commencer à faire des commentaires là-dessus, sinon on allait influencer les décisions de la justice. Alors c'est pour cela qu'on laisse à la justice faire le travail et nous, on observe la suite. Mais mon opinion est celle-ci. Quelle que soit la personne citée, quel que soit son rang, quelle que soit son importance politique dans un pays et quelles que soient ses relations avec moi, à partir du moment où une personnalité quelconque est citée dans la destruction des chances de la République démocratique du Congo, moi, député national élu de Goma, je défends les intérêts de la République, que ce soit mon grand frère, que ce soit mon petit frère de sang. S'il vous plaît, je prends mon avis. Si vraiment j'ai été élu pour apporter une note de changement dans cette République, quelle que soit la personne, quelles que soient ses relations avec moi, la justice doit faire son travail. C'est ça mon avis. Première question par rapport à la sécurité au Nord Kivu. Quand j'avais fait cette déclaration, c'était ma première intervention à l'hémicycle. Nous étions encore aux 3 premiers mois au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés du Nord Kivu et de Yumbi, les députés de Beni et Butembo, je crois, n'avaient pas eu la chance, compte tenu des événements que la République traversait à l'époque, que la province traversait, ils n'ont pas pu être élus au même moment que nous tous. Ça veut dire, pour eux, il fallait attendre encore 3 mois pour passer aux élections. Et nous, quand nous sommes allés à Kinshasa, voilà ce qui m'a énervé. Nous arrivons à Kinshasa. On nous dit ceci, nous ne pouvons installer aucune structure définitive de l'Assemblée nationale tant que nos frères de Yumbi et de Beni Butembo ne seront pas encore avec nous. Nous avons attendu le premier mois, le deuxième mois. Et le troisième mois, nos camarades sont élus. Après avoir souffert 3 mois de campagne ordinaire avant le 30 décembre, 3 mois de campagne imposée après le 30 décembre. Imaginez-vous ce que pose la campagne, hein? Les gens ont saigné sérieusement. Ils ont souffert 6 mois de campagne pratiquement. Et puis quand ils étaient élus, en arrivant à l'hémicycle, les gens qu'on attendait pour installer les structures, le bureau définitif et les différentes commissions, on les attendait. On a fait 3 mois de retard en train de les attendre. Quand ils sont élus, une certaine famille politique, comprenant que la plupart des élus de Beni, Butembo, n'étaient pas de leur famille politique, pas de leur opinion politique, n'étaient pas de leur tendance. Ça veut dire qu'ils étaient tous ce qu'on dit de l'opposition. Comprenant que ces 16 voix-là allaient être données en dehors de ceux qu'ils attendaient comme candidats, une famille politique, avec beaucoup d'influence dans l'Assemblée, a décidé de passer outre les textes. Ça, c'est passer outre les textes. Violer les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale par des députés, pour la plupart, élus pour la 2e ou la 3e fois. Pour moi, je me disais, mais nous commençons quelle politique? Si moi, le nouveau, je comprends que ça, c'est violer les textes. Mais ceux qui viennent de faire 2 législatures ici, les violent clairement, tout simplement pour l'intérêt de leur parti politique, leur famille politique, parce qu'ils comprennent que les députés qui viennent de l'opposition ne pourront pas voter pour leur candidat de l'ancienne majorité présidentielle, leur refuser de postuler et de voter, pratiquement. Parce que quand vous refusez à quelqu'un d'être éligible, ce qui n'a pas de raison d'être élu, d'élire plutôt, de voter, vous comprenez ce que j'ai dit? Vous leur refusez d'être élu, de postuler. Alors comment est-ce qu'ils vont élire aussi? Pratiquement, vous les excluez de la situation. Or, il y a un poste réservé à l'opposition au niveau du bureau. Parce que ce poste n'aura pas de candidat. C'était une manœuvre. Bref, on était en train de travailler pour exclure l'opposition du bureau de l'Assemblée. À l'époque, c'était ça la manœuvre. Et deuxième aspect qui m'a beaucoup gêné. Moi, je suis du Nord Kivu. Je suis élu au Nord Kivu. Vous refusez que 16 députés élus de Beni et de Butembo, là où tous les problèmes de la province sont concentrés, vous refusez qu'ils soient élus, qu'ils viennent à l'Assemblée, qu'ils soient au bureau pour défendre leur peuple. Mais attendez, vous voulez que notre province ait qui comme protecteur, comme défenseur? On voulait tout simplement exclure de l'Assemblée nationale les élus de Beni et de Lubero
Et dans ce cas-là, l'opinion de Beni, l'opinion de Butembo ne serait pas suivie aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Cette discrimination-là m'a énervé et j'ai pris position. J'ai dit non, nous sommes venus ici pour apporter le changement. Quelle que soit ma famille politique, nous sommes venus ici pour apporter le changement. C'est la décision de mon autorité morale et du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je suis député élu dans leur famille politique et je connais leur idéologie, le changement. Alors, vous refusez le changement, pourquoi? Il faut que l'opposition ait la parole et de la place et de l'opinion au sein de l'Assemblée pour que nous ayons vraiment le changement entendu. MONUSCO avait correctement fait son travail, les gens n'allaient pas demander tout ça. Leur départ immédiat. Mais mettez-vous à la place du peuple, mes chers. 20 ans d'existence, presque 20 ans presque dans un pays pour une mission. Éradiquer les antivaleurs sécuritaires. Ça veut dire l'insécurité, les groupes armés, éradiquer les groupes armés, réhabiliter un état de droit, remettre le peuple sur les voies de la démocratie, parce qu'il y a eu un bureau d'appui à la démocratie dans la MONUSCO, n'est-ce pas? 20 ans après, le peuple se rend compte que moins de 20% a été réalisé tel quel. Prenons seulement, lors de la révision du mandat de la MONUSCO, deuxième résolution, c'était la stabilisation. La MONUSCO est passée de l'étape de l'observation à la stabilisation. Nous devons savoir ce que nous comprenons par la stabilisation. La stabilisation, pour moi, implique le retour des populations dans leur milieu d'origine, les populations déplacées, ça veut dire là on a déjà pacifié, le retour du travail, des activités dans ces milieux-là, le retour d'une police républicaine, la présence d'une armée prête à défendre les peuples, et la MONUSCO elle-même allait prendre des attitudes de véritable protection de la population. Ça allait ressembler au moins à la stabilisation. Mais dites-moi, depuis que la MONUSCO a parlé de la stabilisation, qu'est-ce qu'on a vu? Moi, je ne condamne pas la MONUSCO. Je prends seulement les avis du peuple qui subissent cette situation, les peuples qui pensent que la MONUSCO n'est pas présente. Et puis, curieusement, ce sont les populations qui vivent à proximité des bases de la MONUSCO, dans Beni, dans Butembo et dans d'autres parties de la République. Il n'y a pas qu'à Beni à Butembo. Les gens parlent de Beni à Butembo parce que c'est là où il y a des atrocités visibles et régulières. La MONUSCO est citée régulièrement. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux parce que je n'ai jamais vu. Moi, je lis, je cherche des informations, je lis comme tout le monde, je pose des questions aux habitants parce que c'est mon rôle aussi de demander aux habitants qu'est-ce que vous avez vu. La MONUSCO, les éléments de la MONUSCO, pas la MONUSCO tout entière, les éléments de la MONUSCO sont cités régulièrement dans les abus qui concernent la sécurité de la population. Ça veut dire, la MONUSCO est cité, les éléments de la MONUSCO sont cités parfois d'être parmi ceux qui traitent avec les groupes armés, ceux qui laissent les groupes armés continuer à opérer librement, ceux qui laissent les groupes armés se mouvoir, les groupes armés occupent des territoires où on retrouve les éléments de la MONUSCO, les groupes armés opèrent là où on retrouve des troupes de la MONUSCO. Alors la population doit se poser des questions. Alors la stabilisation de la situation de la population, la stabilisation de la République, la stabilisation des provinces, c'est sur le plan sécuritaire, sur le plan économique aussi. Parce que s'il y a stabilité, les peuples vont se mouvoir facilement, les villages qui sont occupés par les groupes armés vont être libérés et la MONUSCO va stabiliser la situation en installant une police républicaine, digne, active, une vraie police, disciplinée. Mais vous avez fait des voyages dans les villages voisins, les villages qui sont cités parmi les villages instables par rapport à la sécurité. Mes chers amis, 20 ans de la présence de la MONUSCO, moi je pensais que la MONUSCO allait aussi procéder à la formation de certains jeunes ou de certains policiers et renforcement de la police, formation des autres éléments, de nouveaux éléments de la police parmi les jeunes, parce que c'était demandé, j'ai lu quelque part, on demandait à la MONUSCO de pouvoir former de nouveaux, financer la formation de nouveaux militaires, de nouveaux policiers, renforcement des capacités de la police congolaise et les installer dans les milieux où il n'y avait pas de police, parce que vous avez des endroits en République démocratique du Congo, au Nord Kivu en particulier, des endroits, des territoires entiers qui comptent des milliers d'habitants, des centaines de milliers d'habitants, où il y a moins de 10 policiers. Est-ce que vous le savez? Mais alors, la MONUSCO partir ou rester, moi je voudrais que maintenant, voilà mon message par rapport à la MONUSCO. J'aurais voulu qu'on dise ceci. La MONUSCO vient de faire 20 ans. On lui reproche de beaucoup de choses, d'inactivité. Et on ne sent pas vraiment que la MONUSCO a atteint sa mission. Est-ce que ce n'est pas le moment de lui demander si vraiment elle va rester? Parce qu'on va décider qu'elle parte, mais comment on appelle, le Conseil de sécurité va décider qu'elle reste. La République démocratique du Congo va décider qu'elle reste. Elle va rester. Vous êtes en train de voir, vous vous rendez compte. Mais nous devons passer à une autre étape. Qu'est-ce que la MONUSCO va faire cette fois-là pour que le peuple ait confiance? C'est ça. Sa mission, c'est laquelle? C'est ça.
Qu'est-ce que la MONUSCO va faire différemment de ce qu'elle a fait avant? Le peuple attend quoi de la MONUSCO? Parce que si vous lisez le mandat de la MONUSCO, le contenu du mandat de la MONUSCO, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas faites, mes chers frères. Nous connaissons les difficultés qu'avait les conseils de sécurité à pouvoir financer les activités de la MONUSCO. Mais quand même, le budget reste là. Il est cité à peu près à 1 milliard. Mais nous devons avoir aussi un œil sur ça. La République démocratique du Congo doit se comporter comme un État souverain. Ça veut dire jeter un œil sur les programmes de la MONUSCO, le contenu de son mandat, la réalisation de ses projets par rapport au budget que la MONUSCO a. 1 milliard, ce n'est pas peu. S'il vous plaît, si on injectait 10 millions de dollars dans chaque territoire, chaque année, pour former une police républicaine, une police qui va stabiliser, renforcer la police par rapport aux moyens matériels, renforcer la police par rapport au nombre, renforcer la sécurité locale pour que le peuple rentre, le peuple cultive, le peuple revende les produits agricoles dans les milieux urbains, mais la stabilisation serait réelle. Voilà mon idée à moi, que la population, plutôt que la MONUSCO, s'implique davantage par rapport à ce qu'attend la population. La MONUSCO n'a pas été mauvaise en soi, mais c'est plutôt certains éléments de la MONUSCO qui se sont impliqués dans les exactions en aidant ou en collaborant avec les groupes armés, parce que ça a été vrai. Il y a des éléments de la MONUSCO qui sont des brebis galeuses, qui ne sont pas mandatés par la MONUSCO, mais éléments de la MONUSCO qui se sont rendus coupables de certains crimes en appuyant certains groupes armés. Les enquêtes ont commencé, nous attendons les résultats. Je commence par la dernière question, l'insécurité. La justice populaire ne pourra jamais être éradiquée tant que la population n'aura pas compris qu'elle est protégée, qu'elle est surveillée, qu'elle est encadrée, qu'elle est entourée, qu'elle est sécurisée. Bref, lorsque la police, l'armée, les instances judiciaires sont accusés par la population d'être auteurs de cette liberté d'action des malfaiteurs qui viennent tuer sans être sanctionnés, même par rapport à ceux qui disent que parfois les malfaiteurs sont pris et sont amenés à la justice, sont amenés au parquet, sont arrêtés et quelques jours plus tard on les revoit dans les quartiers après avoir commis des crimes avérés, prouvés. Vous croyez que la population laissera de se prendre en charge par rapport à la justice populaire? La population, quand elle est fâchée, quand elle est débordée, quand elle est sidérée, quand elle est révoltée, on ne la contrôle plus. Il est temps que la justice prenne en charge ses responsabilités par rapport aux attentes du peuple et à sa mission. La justice devait mener des enquêtes sérieuses sur les personnes qui sont en train d'insécuriser la population, parce qu'on connaît certaines personnes, mais on ne fait pas des actions réelles pour les éradiquer, ces groupes, des bandits qui tuent la population, qui malmènent la population, et quand on les arrête et on les laisse en liberté, il faut que la justice prenne en charge cet aspect des choses. Ça veut dire que la justice sanctionne sérieusement qui que ce soit, doit être sanctionné par la justice, et surtout quand c'est prouvé que la personne est vraiment responsable des crimes qu'on lui accuse. La population, je ne peux pas lui donner des leçons maintenant là. Je peux prier juste à la population de prendre le courage de parfois retenir, observer ce que la justice va faire, ce que la police va faire, la personne arrêtée, parce que parfois on tue les innocents. La population en colère tue les innocents. Ça on a vu des cas ici, des années durant, on a vu des cas. Quand la population est énervée, elle ne contrôle plus, elle ne surveille plus. Mais il faut que la police prenne ses responsabilités, que la police arrête, démontre la culpabilité, prouve la culpabilité et que la justice fasse son travail. C'est tout. Et la population dira, voilà, nous sommes au moins protégés, au moins les gens sont jugés, les gens sont arrêtés, et ça va diminuer les velléités de ces bandits-là. Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez parlé du scellage des soumettes de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, c'est un homme d'affaires, il est homme politique, mais il fait des affaires aussi. À partir du moment où il est en conflit avec les fiscs, ce n'est pas à moi de parler de ça. Si vraiment il est en conflit avec les fiscs, il doit revenir à ce que le droit, ce que la loi exige, suivre la loi, respecter les règles, payer si vraiment il est prouvé qu'il ne payait pas. D'abord, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les exonérations ont servi à quelque chose à la République. Les exonérations ont servi seulement à la poche des individus dans cette République. On a donné des exonérations aux gens qui n'apportaient rien au développement de la République. Ça, c'est d'abord un. Mais je ne sais pas si Bahati Lukwebo fait partie de ceux-là. On a scellé parce qu'il a des exonérations dont il n'a pas le droit, ce qu'on avait dit. Moi, je ne sais pas. Mais il a démontré qu'il avait droit à certaines choses. Moi, je demande tout simplement, les fiscs, si vraiment ils trouvent que Bahati Lukwebo est en conflit avec l'État par rapport à ce niveau-là, ben, qu'il fasse son travail. On a scellé, je ne sais pas pourquoi. S'il n'est pas en ordre, il doit payer tout le monde, quelle que soit la personne, quel que soit son rang. À partir du moment où vous devez quelque chose à l'État, vous avez des droits à payer, payez-les tout simplement. N'usez pas de votre personnalité pour priver à l'État ses moyens. C'est tout ce que je peux dire. Par rapport à la gratuité de l'enseignement,
La gratuité de l'enseignement, mon cher, la gratuité de l'enseignement, c'est une déclaration de la Constitution en faveur des élèves de la première année à la 6e année primaire et qui doit être exécutée. L'État doit prendre en charge les enfants de la première à la 6e année primaire parce que d'abord, à cet âge, l'enseignement est obligatoire et il est cité qu'il est gratuit par la Constitution. C'est les constituants. Les chefs de l'État n'ont fait que vouloir appliquer cette mesure-là qui n'a jamais été appliquée dans la République depuis l'histoire de la République. Mais alors, ceux qui ne veulent pas de ces changements-là, ça c'est un signe de changement. Voilà un signe de volonté du chef de l'État de pouvoir améliorer la qualité de vie des populations congolaises. Mais il s'avère qu'il y ait une certaine classe politique n'ayant pas été capable d'exécuter cet aspect des choses, et bien ils se sont dit que le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, allait prendre des points là-dedans. C'est ridicule que je le dise aussi légèrement que ça. Mais c'est comme ça, en fait. C'est ça. Dans ces pays, il faut parfois aborder certaines questions de manière légère et claire pour que les gens comprennent. Une certaine classe politique n'a pas voulu que ces projets-là réussissent. Et parmi ces gens-là qui font partie de cette classe politique, il y a ceux qui sont en train de pousser les responsables des écoles qui étaient bénéficiaires de cet argent de la population, parfois abusivement, parce que les gens se sont enrichis sur les dos des parents, ne vous en faites pas. Les gestionnaires des écoles, les inspecteurs, les responsables d'enseignement, jusqu'au ministère, les gens bouffaient de cet argent-là. Alors ils n'ont pas été d'accord qu'on leur prive cet argent-là. Si l'État commence à payer, l'État va surveiller, l'État va contrôler, ils ne pourront plus y toucher. Mais si les enfants payent d'eux-mêmes, l'État ne peut pas y mettre la main ou l'œil. Alors ils voulaient continuer dans cette situation où l'État ne contrôlait plus rien et que ce sont les individus qui contrôlaient l'État maintenant. Mais voilà, ça ne sera pas le cas. La gratuité de l'enseignement, c'était une bonne décision, l'une des meilleures décisions de Félix Antoine Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement, mais c'est parce que ceux qui dirigeaient avant, ceux qui dirigeaient ces instances de l'enseignement avant, ils bouffaient, ils voyaient très clair, ils bouffaient beaucoup d'argent là-dedans, ils ne peuvent pas vouloir du changement immédiat. Et je veux qu'on m'affronte à ce niveau-là. Je veux que tous les responsables de l'enseignement viennent, qu'on s'affronte, qu'on fasse un débat là-dedans. J'ai des éléments, hein. Je ne parle pas comme un sous-informé, j'ai des éléments là-dessus. Donc bref, gratuité de l'enseignement, combattue par ceux qui pillaient l'argent des parents, ceux qui s'enrichissaient sur les dos des parents. Alors ils sont en train de bloquer ça et manipuler les enseignants NU, NP, parce que c'est eux qui ne les payaient pas, parce qu'ils recevaient de l'argent des parents. Pourquoi ils ne les payaient pas? Ils recrutaient les gens sans signaler au niveau du gouvernement qu'il y a des nouveaux enseignants. J'ai appris qu'il y a des enseignants qui n'étaient même pas reconnus par le gouvernement. Vous pouvez imaginer? Vous prenez les gens, vous les gardez 10 ans, 5 ans, 10 ans en train d'enseigner vos enfants. Mais leurs dossiers ne sont pas transférés au niveau du gouvernement, du ministère de l'Enseignement. Mais comment vous voulez qu'on les reconnaisse? Et de droit, il y avait un pléthore. Ceux qui bouffaient l'argent que l'État a envoyé aux parents, aux enseignants,